Bonsoir à tous, bonsoir Mohamed, j'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, oui, il n'y a pas beaucoup de chance, je ne vais pas beaucoup trop parler d'introduction ou des aspects techniques. Voilà, on va juste on va faire essentiellement des labs aussi aujourd'hui, un peu orienté vers application development et load balancing. Bref, c'est autour des développements d'applications et implémentation de certains workloads sur le cloud. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, on va faire euh, un peu sur les data, tout ce qui est data analysis ou big data. Et maintenant, peut-être euh, cette semaine encore, je veux dire d'ici le 20, les derniers labs seront sur l'IA, sur le machine learning. Voilà. Donc, super. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Sinon, oui. Voilà, travail, je disais qu'on va faire des labs aujourd'hui sur application development et configuration de certains workloads sur le cloud. Donc, la semaine prochaine, on va faire Big Data et l'IA. Voilà. Donc, il y a une chose, il y a Terraform, il y a beaucoup d'autres choses. On n'a pas vu les aspects config de gestion d'utilisateurs ou des rôles ou les aspects cybersécurité sur le cloud et beaucoup d'autres. Le temps ne va pas nous suffire avec les samedis, les dimanches et aussi avec la participation. Donc, on va un peu restreindre le contenu du programme. Oui, ça j'ai compris, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Super. On a les deux participants, mais Oui, visiblement, donc je ne vais pas beaucoup trop introduire les aspects euh, techniques là. Je vais directement continuer avec les labs, quoi. ok, ok. L'enregistrement c'est disponible pour ceux qui voudront, je sais pas, consulter. Exactement. Ça va bien? Oui, ça va. Super. Ok. Ouais. Donc le premier c'est le premier lab c'est sur setup network load balancer. Le deuxième ça va être sur build the resilient asynchronous system with Cloud Run and PubSub. Donc on va faire un lab sur Cloud Run et PubSub et PubSub. Donc quand on va y arriver, peut-être je vais essayer de détailler. Mais bon, aujourd'hui, je ne pense pas que les détails seront trop importants. Je vais juste continuer à faire les labs, quoi. Je pense que j'ai fait le premier lab, je l'ai Ah, fait. ces labs-là, tu as déjà fait ça, hein? Oui, oui, Oh, ok, c'est pour super. une workload balancer. Je l'ai Ok, fait la semaine passée. ok, ok, super. Et là, yeah. Donc, au cas où tu n'as pas des choses exceptionnelles ou si tu as d'autres occupations, tu peux aller vaguer à ça, hein. Oui, non, il n'y a pas de souci. Ok. Pas de souci. Si l'enregistrement est disponible, je crois que ça sera la meilleure. Après, on pourra partager avec les gens. Oui, c'est disponible. C'est disponible. Mhm.
J'aurais voulu continuer à mode silence, mais bon, je pense que je vais parler, c'est peut-être mieux. Donc, dans ce lab, on va juste faire, quand on regarde l'objectif du lab, on va faire implémenter le load balancer, ok? Donc, ce qu'on va faire, on va configurer une zone et une région défaut. Donc, à ce moment, je pense que tout le monde connaît c'est quoi une zone et une région sur les clouds. Ensuite, on crée des instances des serveurs web multiples, bref, aux environs 3-4 comme ça. Donc, on va créer des web serveurs. OK. Ensuite, on va maintenant configurer un load balancer des services entre ces serveurs. Donc, l'objectif, ce serait, donc, à partir de ces web serveurs créés, les trafics venant de l'extérieur ou de l'Internet seront redistribués en fonction de la logique de load balancing qu'on aurait configuré sur ces différents serveurs. Et les derniers, on va créer une propriété de forwarding rule to redistribute traffic. Donc tout ça, ça rentre en compte dans l'établissement des load balancing sur les différents serveurs. Donc, je viens juste de créer les premiers web serveurs, hein. OK, G-Cloud Compute Instances. Donc ça, c'est la commande qui nous permet de créer un serveur. J'ai une machine virtuelle sur laquelle on va configurer un mode web serveur. Donc, les specs ici sont les détails de la machine. Donc, le web serveur en question, c'est Apache, comme on peut voir ici. Apache installé Apache second. Donc, comme ça, c'est truc là-bas et démarrer le web serveur. On a même inclus la logique, hein, les codes qu'on veut mettre dans le web server. Donc, il va juste faire web server 3W1, OK, en gras. Donc, ça, c'est déjà les résultats que la machine virtuelle ou le web server a déjà créé. Je pense qu'on peut vérifier Compute Engine. Aussi, nous venons dans Compute Engine, VM Instances. OK, donc, vous voyez que le web server, la machine virtuelle 3W1 est déjà créée. OK, voilà, donc ça, c'était cette partie. Maintenant, bon, ici, là, ça, je retourne un peu. Cette partie, c'est juste pour l'initialisation des jeunes, c'est-à-dire toutes les ressources qu'on va créer seront dans la région US East 4 et dans la zone US East 4B. Voilà. Donc ça, c'est le premier web server. Le second, il est là. On les crée de même. C'est juste la logique du code seulement différenciée. Sinon, je pense que même localité, même data center. US East 4B. OK. Donc, le web server 3 aussi. C'est en création. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on a create a firewall rule to allow external traffic to the VM instances. On a créé nos web serveurs, donc on va autoriser le trafic externe de pouvoir atteindre nos serveurs. Donc, je pense que si on vient ici, on doit pouvoir voir trois web serveurs, logiquement. Voilà, donc ils sont tous dans la même zone, ou ce qui veut aussi dire dans la même région. OK, donc ça, c'est nos web serveurs. Pourquoi, je disais pourquoi le load balancing est important. Par exemple, pour une application, en tant que concepteur de l'application, on aurait voulu que notre application soit utilisée par un nombre illimité d'utilisateurs ou au moins le plus grand nombre possible, du moment qu'on est en train de faire quand même un business profitable. Mais voilà, les ressources physiques sur lesquelles on déploie nos services ont des limites, c'est-à-dire un serveur peut répondre à un nombre limite de requêtes par seconde. Voilà, donc si la demande ou les requêtes dépassent les CI autorisés, ça peut impacter la qualité de notre service. Donc, c'est pourquoi le load balancing, on crée des multiples serveurs, on configure nos services là-bas, on les déploie tous ensemble. Et maintenant, on fait
une sorte de balancer ou voilà, équilibrer le trafic entre ces différentes machines. Donc, avec une machine, si le trafic est trop grand, la machine va se crasher, c'est normal. Mais avec 4, 5, 10 end machines configurées, du moment que les services et les ressources sont bien configurées, quelle qu'en soit la capacité du trafic, les services est disponible et maintenu. Voilà. Donc ici, on est en train de créer une logique de firewall, une règle firewall ou une propriété firewall en mode load balancing. Donc, on a les petits paramètres ici. Voilà. Donc, les trucs qui seraient accessibles à travers HTTP, comme vous pouvez voir TCP 80 sur le port 80. Ça fait direction ingress, c'est-à-dire le trafic venant. OK. Donc, je vais juste vérifier G-Cloud Compute Instances. Voir combien de machines j'ai déjà configurées. Please. Donc, logiquement, vous pouvez voir le 3, 3W1, 3W2, 3W3. Donc, c'est nos web serveurs, les adresses IP et autres. Voilà, donc je vais prendre l'adresse IP d'une machine, d'un serveur et le tester ici. Vu que j'ai autorisé déjà les HTTP, il serait disponible. Donc, laisse-moi essayer avec les trois. Et pour 80, donc vous avez vu Web Server 3, ok? Donc, c'est ce qui est censé se passer. Notre web server est accessible. Je ne sais pas si c'est accessible en HTTP. Probablement pas. Oui, accessible par là. Donc, ça, c'est notre web server très facilement configuré. Donc, on peut faire de même pour les autres là. Tester. Ils sont tous accessibles maintenant. Ça, c'est web server D. OK. Et lui, c'est web server 1. Donc, vous allez voir que ils sont tous accessibles. Voilà, le web server 1. OK. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voudrait faire. Donc, nos web servers sont tous déployés. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer un service de load balancing entre ces différents web servers. C'est-à-dire, en fonction du trafic, qu'on redirige les requêtes vers l'une ou l'autre serveur. L'un ou l'autre serveur plutôt. Voilà. Donc, ici, on dit on va créer une adresse IP externe statique. C'est normal parce que, par exemple, si tu as une application et que les clients doivent accéder, l'application a un seul nom. Sinon, si tous les jours ou à chaque minute, le nom de ton appli change, les gens vont se perdre à jamais. On ne pourra plus reconnaître. Donc, ici, on va initialiser une adresse IP publique qui serait toujours utilisée pour accéder à nos services, quoi, à notre application, bref. G-Cloud Compute addresses creates network load balancing IP, number one. Donc, c'est doing that. Donc, ça, c'est fait. OK. Donc, add et legacy HTTP health check resource. Donc, on va ajouter un health check. Donc, c'est lui qui permet aussi de mesurer la charge sur les différents serveurs. Donc, ensuite, create the target pool and forwarding rule. OK. On the following to create the target pool and use the health check, which is required for the service to function. Voilà, donc on va créer j'ai une sorte de catégoriser les serveurs en un groupe, un pool. Ensuite, on applique la logique de health check. Health check, c'est un peu genre surveillance de santé, mais il s'agit de
la capacité ou l'état des différents serveurs, quoi. Donc, si, par exemple, un serveur dépasse 80% de ses ressources de calcul, donc le trafic doit être rerouté, par exemple, quelque chose comme ça. OK. Ensuite, G-Cloud Compute Target Pool, add instances to 3W. OK, on a créé ici les pools, OK. Maintenant, ce qu'on est en train de faire ici, on est en train d'ajouter euh, les, les serveurs au pool. Déjà, on a créé un groupe, ensuite on a ajouté nos serveurs dans les groupes là. Donc, l'objectif de ça, ça va faire en sorte que maintenant, les requêtes seront envoyées vers les groupes des serveurs. Donc, le serveur qui est le moins occupé ou je ne sais pas, qui est le plus capable à l'instant donné va répondre à la requête. Donc ici, on est en train de faire une propriété de redirection du trafic. OK. So G-Cloud Compute Forwarding Rule, OK, creates the 3W rule. OK. Donc, c'est ce qui est là ici. Donc, si vous vous rappelez, ça c'est l'adresse IP statique qu'on a créée et les pools qu'on a créés aussi pour mettre tous nos services là-bas. Donc, on est en train d'appliquer la propriété des transferts ou des reroutages des, des requêtes sur l'adresse IP donnée et l'adresse IP est pointée vers notre groupe de serveurs qui se trouve dans 3W pool. OK. Donc ça c'est fait. Maintenant, send traffic to your instances. Donc maintenant, on va tester ou on va essayer d'envoyer des requêtes. Okay. Enter the following command to view the SNIP addresses of the forward or the 3W forwarding rule used by the load balancer. Donc, on va utiliser ça pour savoir l'adresse IP afin qu'on puisse l'utiliser. Excuse me, I will come back. Raoul, il est en ligne. Raoul, lui, il est en ligne, quoi. Il dit qu'il ne voit pas la physique. Voilà, donc peut-être je vais mettre ça. Oui. Sinon, on avait déjà commencé. Je suis en train d'enregistrer pour les gens qui ont des difficultés de déplacement pour en suivre après. Oh, je suis mute. Okay. Let me try to do that. Duplicate. OK. Voilà, on continue. What is my IP address? OK. Laisse-moi faire ça encore. OK. IP address. Voilà, donc ça c'est l'adresse IP de la machine du groupe des serveurs configurés. Donc on dit access this and IP address here. OK, peut-être ça c'est une commande qui va me permettre de simplifier les résultats. Qu'est-ce qu'il dit? OK. Donc, plutôt j'ai créé une variable environnementale IP address dans laquelle je vais mettre l'adresse IP de la machine. Donc, en faisant juste echo, je saurai
L'adresse IP, voilà. Donc, logiquement, c'est celui-là, là. Voilà. OK. Donc, on va le tester. Donc, ici, ce qu'on est en train de faire, on essaie de, c'est pas trop overloader, mais on essaie de créer de façon simulée une requête simultanée sur nos ressources. Donc, pour savoir comment ces ressources-là vont répondre à la demande croissante. Donc, le while true do curl dash m1 IP address done. Donc, ça, là, ça va continuellement renvoyer les requêtes comme vous connaissez la logique while en programmation. OK. Donc, on va faire ça. While true. While true. Virgule to curl dash m1 IP address done. Donc vous allez voir que les noms vont changer. Vous êtes en train de voir Web Server 1, Web Server 2, 3W1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc parce que on est en train une sorte de overloader les serveurs. Donc, si le 3W1 est trop chargé, donc il va renvoyer le trafic à 3WD. Donc, c'est un peu ce qui se passe comme ça. C'est ce qu'on a juste simulé. Donc, c'est pour montrer que oui, notre web server est en train de fonctionner comme normalement. Donc, je vais couper ça. Voilà. OK. Let me try that again. OK, suffit. Bon, c'est un peu difficile de simuler ici parce que logiquement, les nombres de requêtes que je fais ici ne sont pas trop conséquents, donc la machine peut répondre. Mais avec la logique précédente, vous allez voir que les demandes seront trop. Mais par exemple ici, il est en train d'envoyer tout le trafic vous avez vu, ça a changé après quelques requêtes continuelles. Voilà. Donc, this is the point. Okay. Donc, ça, c'était l'objectif recherché. Donc, on a créé un web server, imprimé les 3W1. On a déployé notre site web là-bas. Pour le site web, c'est très simple. Web server 1. C'est un peu comme vous avez déjà compris dans tous nos labs précédents. On fait juste un template simple d'une application. Mais cette logique pourrait être changée sous toutes les formes possibles. Donc ensuite, on a créé des web serveurs de plus et on les a regroupés ensemble en groupe. On a configuré des propriétés de transfert de trafic ou de partage de trafic entre les groupes des serveurs. Et on a fait un load balancing. Ensuite, on a testé, vous avez tous vu comment ça marchait. Voilà, donc ça, c'était basiquement ces labs. Voilà, donc vous pouvez retester aussi et voir si pour vous tout aboutit comme normalement. Donc, on va arrêter pour ces labs et on va continuer au lab numéro 2. OK. Développement et production, la différence c'est que en développement, personne n'utilise son appli, n'est-ce pas? Quand tu es en train de développer ton application, est-ce que quelqu'un l'utilise au moment où tu développes? Personne, c'est toi seul qui es l'utilisateur. Généralement, ce n'est même pas déployé. Des fois, si tu es même un développeur traditionnel, tu fais tout sur ta machine sans même les pousser sur GitHub, n'est-ce pas?
Maintenant, tout le monde pousse sur GitHub, mais bref, c'est toi celle qui utilise ou bien ton équipe avec laquelle tu collabores. Donc ça, c'est le développement. Donc ça, c'est la phase de développement de l'application. C'est un peu comme le produit au laboratoire, quoi. Ok? Ou bien à l'usine, mais c'est pas encore rendu public au client. Ok. Maintenant, si toutes les petites configurations, les tests, toutes les fonctionnalités que tu dois mettre dans l'application est fini, maintenant, tu déploies l'application. Ok. Si c'est un site web, tu l'héberges. Ok. Ça, c'est maintenant l'hébergement là, c'est amener ton site web en production. Donc, pour les applications compliquées, par exemple, une application de paiement, une application réseau social, quelque chose comme ça. Donc, tu les mets en production, ça veut dire maintenant tu vas les déployer sur des serveurs. De nos jours, on fait généralement sur les clouds, mais si tu as des serveurs locaux, tu peux les faire. Mettre en production, c'est comme si mettre en service. Mettre en service, ok? Maintenant, mettre en production, ça veut dire que ce n'est plus genre un petit projet que tu es en train d'essayer. Maintenant, le service même, il est accessible au client. Donc, production aussi, ça veut dire que actuellement, dès que tu le mets en production et que ton service il marche normalement, ça veut dire que logiquement, à chaque instant, tu peux considérer que les clients sont en train d'utiliser ton produit. Donc, tu sais qu'en développement d'application, surtout si ton application est monolithique, c'est-à-dire si tout ton code, tous tes codes sont tous intégrés ensemble. Si tu veux faire un changement, qu'est-ce que tu dois faire? Intégrer ensemble, genre une application monolithique. Si tu veux, disons que la page d'accueil c'était bienvenue dans, je sais pas. Il fallait mettre des commentaires. Ok. Tu Oui, oui. Donc ça, c'était logique. Mais ce que je voudrais dire, par exemple, si ton application est déjà en production, ok, et que c'est tous intégrés ensemble, ça veut dire que c'est en train de marcher sur un seul serveur, tout le code est en train de fonctionner. Maintenant, toi, tu veux changer. Tu dois forcément arrêter l'application. Tu sais, c'est pourquoi dans les entreprises, ils vont, bon, peut-être tu n'es pas encore là-bas, mais surtout dans les entreprises qui ne sont pas trop modernisées, si vous allez là-bas, toujours l'IT ou l'équipe développeur vont vous dire que nous sommes en maintenance. Donc, n'utilisez pas les services actuellement. Donc, la raison pourquoi ça veut dire qu'on a coupé l'accès aux services. Donc, même si vous essayez d'accéder, vous n'allez pas trouver. Donc, mieux vaut ne pas accéder. Donc, ça, on appelle ça maintenance. Donc, si ton application est toute intégrée ensemble et que tu n'as pas un gros budget, si tu veux faire un changement, forcément, tu dois arrêter tous les services. Et tu fais les changements, tu redéploies encore, tu pousses encore sur GitHub ou n'importe où, tu redéploies encore. Maintenant, si c'est déployé, tu vas dire, OK, la fenêtre de maintenance est clôturée, maintenant vous pouvez commencer à utiliser l'application. Voilà. Donc, tout ça, c'est parce que une application en production, c'est très, très, très critique. Personne n'aimerait que j'essaie d'accéder à WhatsApp, WhatsApp ne marche pas. On va le mettre sur sur les réseaux sociaux. WhatsApp fait ses mises à jour sans avoir. Oui, parce ils utilisent des techniques comme ça et ils ont des infrastructures très gigantesques. Donc, par exemple, WhatsApp, je n'ai pas le chiffre exact, mais je suppose que un service comme WhatsApp roule sur des millions, sinon des centaines de milliers de serveurs. Voilà, donc s'ils veulent faire un changement, ils vont juste euh, déployer toutes les ressources, par exemple, sur un nombre limité de serveurs et d'autres nombres de serveurs, ils vont faire les tests là-bas. Donc, ils vont une première version. C'est pourquoi toujours on fait la mise à jour. Non? Pourquoi? C'est pour avoir les nouvelles versions, des changements vers la nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée dans l'application. Donc, vous allez trouver qu'au cours du développement, même maintenant, ils sont en train de faire des changements, de nouvelles fonctionnalités. Donc, au cours de ça, l'ancienne version serait toujours accessible. Donc, la nouvelle version, ils vont changer la logique là-bas. Après, ils vont déployer et tu peux aller télécharger à nouveau. Mais ça veut pas non plus dire que l'ancien ne marche pas, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils sont des géants, ils ont des ressources énormes, donc ils peuvent gérer comme ils veulent. Voilà. Donc, ce sont des aspects, je ne vais pas dire forcément professionnels, mais ce sont des aspects qu'on voit quand on commence à s'intéresser au développement d'applications au-delà des projets personnels. Voilà.
d'accord. Donc, les labs, là, peut-être je vais mettre les liens sur les groupes encore. Si tu veux aller les prendre là-bas. Ok. C'est là. Voilà, donc le deuxième lab va être on va build the resilience asynchronous system with Cloud Run and PubSub. Donc, on va utiliser des services de Google Cloud qu'on appelle Cloud Run et PubSub pour développer une application asynchrone. Donc, le Cloud Run, c'est genre un service de Google Cloud qui permet aux développeurs de déployer leur application sans pourtant se soucier à l'infrastructure physique. Voilà. Et le PubSub, c'est un peu comme Kafka. Donc, c'est un service qui permet de recevoir, par exemple, les push and pull, c'est-à-dire ça permet de faire la quai des services. Donc, s'il y a des événements qui doivent se passer sur ton service, par exemple, disons, si tu as une application de vente en ligne et à chaque fois quelqu'un il voit un produit qui lui plaît, donc il peut ajouter dans le panier. Et s'il ajoute au panier, peut-être, je ne sais pas, arrivé à un certain niveau, tu vas l'envoyer un mail pour le féliciter ou bien pour l'encourager de terminer, de conclure l'achat ou quelque chose comme ça. Donc, ces genres de trucs-là, on appelle des événements. C'est-à-dire, ce sont des actions qui arrivent sur des conditions ou sur l'action de l'utilisateur. Donc, ce service PubSub permet de, euh, de gérer ce genre d'événements. Donc, ça, c'est interne à Google Cloud. Sinon, le plus populaire que OpenSource, je pense, c'est Kafka. Euh, Kafka Software. Kafka ici. Donc, it's an Apache Distributed Event Store and Stream Processing Platform. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose utilisée, mais aussi, je crois, même sur je dirais même sur les réseaux sociaux. Par exemple, toujours quand tu cliques sur un bouton pour envoyer un message, ce sont des événements. Donc, les services qui permettent de gérer ces événements-là, on appelle Kafka ici. Maintenant, sur Google Cloud, les services internes, c'est PubSub. OK. Bon, un truc un peu senior, mais c'est pas grave. On va voir à quoi ça va se ressembler un peu ici. Donc, l'objectif de ces labs, c'est on va créer des topics, une subscription dans les topics, un peu c'est comme les sujets, et les subscriptions, c'est un peu comme les abonnements. Donc, les abonnements se fait sur des sujets, c'est-à-dire on s'abonne sur des sujets. C'est-à-dire on veut avoir, disons, les actualités ou bien les changements par rapport à un sujet. Donc, un sujet, c'est genre un événement, quoi. OK? Un type d'événement. Donc, ensuite, on va créer un service Cloud Run qui va recevoir les requêtes HTTP et publier le message ou envoyer ces requêtes-là vers le PubSub pour que le service PubSub maintenant peut gérer ces requêtes de façon asynchrone. Bref, ou ces événements de façon asynchrone. Donc ensuite, le Cloud Run toujours sera utilisé pour recevoir maintenant la réponse de ces événements qui vont venir de PubSub. Et ensuite, on va créer aussi un événement, un abonnement PubSub qui va déclencher le service Cloud Run et à la fin, on va tester l'efficacité ou la résilience de notre système. Donc, je vais continuer avec les détails directement.
Okay, send okay, in there. So, ok, comme d'habitude, on va initialiser notre environnement. Ensuite, on va suivre les détails du projet. Anyone speaking? D'accord. Cloud Outlook, this cloud config, this project. Ok, parfait. Donc, on va initialiser la région et la zone dans laquelle nos ressources seront localisées. Donc, gcloud config set compute zone 1, US West 1. Donc, nous sommes dans la zone US West 1C. Ok, donc les scénarios ici, ce que nous allons faire. Donc, un peu expliqué ici en détail. Déjà, nous sommes les développeurs, ok, qui doivent prendre en compte les détails du client ou de notre manager, quelque chose comme ça, ok. Donc, Pet Theory, notre application ou bien notre service s'appelle Pet Theory, bon, c'est juste le nom. Would like to automate the process of sharing clients and test results. Donc, on veut que notre application soit capable d'automatiser le traitement et le partage des résultats des tests à nos clients. Donc, c'est un peu comme nous avons une boutique de vétérinaire qui nous permet, genre, où on comment dire, faire les diagnostics des, je sais pas, des animaux, des gens, les chiens, les chats, n'importe quoi, ok? Ensuite, je sais pas, ces tests ou ces consultations se font à la fois en ligne et présentiel. Donc, si par exemple un client peut venir tester son chat et disons, il retourne quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours après, on envoie les résultats et quelque chose comme ça. Donc, on veut automatiser ce process-là. Donc, c'est ça le scénario. OK? Donc, la logique est un peu expliquée ici. Donc, ils ont fait l'expérience euh, d'un moment dur de gérer, disons, la demande, le volume croissant des des rendez-vous. Donc, ce qui est quand même un truc naturel chez nous. Par exemple, si tu dois aller aux hôpitaux, tu planifies, disons, 1 ou 3 heures pour faire la quai. Donc, ça, c'est un scénario comme ça pour développer une solution pour répondre à ça. Donc, le Pet Theory, ils ont des clients qui viennent au rendez-vous, mais il y a beaucoup de clients qui viennent ensemble. Donc, ils veulent trouver une solution à cela. OK. Hi Ruby, donc la dame est en train d'expliquer. Thanks for sorting out the insurance portal. I was wondering if something could be done about the medical test result. We need a more efficient way of sending results to our client. Donc la dame là, c'est le fondateur, ok? Elle est la CEO de Pet Theory, donc elle demande à l'équipe développeur, ok? C'est Ruby, elle est consultante, donc c'est elle qui développe la solution. Donc, la présidente ou la fondatrice demande à Ruby que si elle peut faire quelque chose aux envois des résultats des tests aux clients de façon beaucoup plus efficace, quoi.
OK. Donc, Ruby, euh, la CEO, elle s'appelle Lily. Bon, bref, c'est pour ceux qui veulent lire l'histoire, vous pouvez lire un peu ce qu'il échange, mais c'est ça l'objectif. Donc, la solution à une demande croissante, euh, disons, que les consultations est trop longues, donc il veut faire un service qui va permettre de prendre les rendez-vous et éviter les quais trop longs. Donc ça, c'est un peu l'architecture de la solution. Donc Pet Theory uses an external company for medical tests. Ok, donc les Pet Theory, un peu, ils sont comme déjà développeurs de plateformes qui permettent de mettre en relation les clients qui ont leurs animaux à tester et les centres vétérinaires qui font les tests ou les labs qui font les tests. Ok. Donc, quand un lab finit d'analyser un document médical, donc il envoie les résultats en retour à Pet Theory. Donc, le Pet Theory est à leur tour maintenant aussi renvoie ces résultats au client final. Donc, les laboratoires, l'entreprise utilise HTTP et HTTPS POST euh, pour les endpoints du web server, des endpoints web des Pet Theory. Donc ça, ce sont les détails techniques, ok, pour faire l'envoi. Bref, les résultats des tests médicaux sont envoyés par les requêtes HTTP configurées dans les web serveurs des Pet Theory, ok. Donc ça, c'est un peu la logique. Donc les rapports seraient générés. Ensuite, les rapports seraient envoyés vers, vers tous ces gros rectangles là, c'est Pet Theory, d'accord? C'est le système de Pet Theory. Donc à l'extérieur, c'est les labs auxquels Pet Theory est en collaboration. Donc les labs poussent les résultats des tests. Donc les tests vont venir dans le système de Pet Theory et les Pet Theory maintenant va décider comment il va maintenant dispatcher ces résultats-là au client. Peut-être il peut donner, je sais pas, tu as donné rendez-vous à quelqu'un le mardi ou le mercredi ou le jeudi, et ainsi de suite, mais le résultat est disponible aujourd'hui ou je sais pas, n'importe quand. Donc il faut automatiser ce process de renvoi pour que tu puisses respecter les échanges que tu as donnés au client. Donc les rapports seraient ensuite traités par Cloud Run, ensuite ils seraient renvoyés par mail ou par SMS au client. Donc, les descriptions sont là ici, OK? A service perform the request response to medical results. A service to email test results to the client. OK. Ensuite, donc donc, il y a un service qui permet de demander si les résultats sont finis auprès des labs. Il y a un service qui permet d'envoyer les résultats à travers le mail client et il y a un service qui permet d'envoyer à travers SMS. Okay. Donc, PubSub est utilisé pour l'intercommunication de ces services et l'infrastructure utilisée est serverless parce qu'on a Cloud Run. Donc, les restes de l'histoire s'ensuit. Bref, je vais commencer la configuration rapidement. Pour ceux qui sont intéressés à lire l'histoire, vous pouvez lire, c'est intéressant, ça vous permet de comprendre un peu l'architecture des systèmes. Donc, maintenant, je vais continuer les trucs rapidement. Create new lab report. New lab report. Donc, je suis en train de créer un sujet PubSub. OK. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas trop cette logique-là, vous pouvez aller lire des détails sur quelque chose comme event-driven architecture, OK, ou event-driven software development, d'accord? Donc, voilà, is a software design pattern where component communicates by producing and reading event. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir plus, vous pouvez aller lire sur ces différents trucs. Comme on a dit, cette formation aussi inclut les systèmes design et on avait parlé aussi des systèmes design qui est ultra important pour un développeur.
faire. Donc, allez lire davantage là-dessus. Vous pouvez aussi consulter les documentations sur Kafka également. Voilà. Certains des trucs ici peuvent paraître un peu high level. Voilà, mais bon, je pense que ça peut marcher s'il y a des questions. Prenez le temps de les préparer et les poser. C'est pas un commentaire de la vidéo YouTube ou dans les groupes communauté. OK? G-Cloud Services, Enable. Euh, voilà, donc on va activer l'API de Cloud Run ici. OK, donc ça c'est fait. On a déjà créé un topic. Le nom du sujet c'est New Lab Reports. OK. Donc maintenant on vient de créer, c'est ces composants qu'on a créé. OK, celui qui est en rouge là. OK, c'est le sujet. OK. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer les services. Les services des réceptions des rapports dans les systèmes de pet theory. C'est ce qu'on va faire tout de suite. OK. Donc, c'est un code. On va cloner les répertoires pour pouvoir accéder à la logique qui est dans ces codes. Ça trouve que ce sont les développeurs qui ont déjà fini avec ça. Nous, ici, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire les services déjà déployés ou rendre accessible la logique développée par l'équipe développeur. Pet Theory. Pet Theory. Pet Theory Git. OK. Voilà. Donc, on clone ça. Ça, c'est fait. En CD. Pour voir le code. Donc, package JSON. OK, là, ça ne sais pas grand chose. Donc, npm installer Express et d'autres éléments nécessaires pour le traitement pour du parser et Google Cloud Parser ici. Donc on dit this command updates the package JSON file to indicate the dependency. Voilà. Donc on est en train d'installer les dépendances nécessaires. Ensuite on demande d'ouvrir le package.json et ajouter cette ligne. D'accord. Let me check if I have that. Yes, package JSON. OK. V package JSON. D'accord. Donc on dit de chercher script quelque part. Script n'est pas là, donc je vais ajouter ça. OK. Script est là, bien sûr. Donc il dit specify, donc on dit de mettre ici. Voilà. Anyway, start. Non. Ensuite, on fait load index.js. OK, c'est bon. On dit de s'assurer qu'on a ajouté cette ligne. C'est la ligne qui va juste nous permettre d'exécuter notre code index.js. OK. On demande de créer maintenant un fichier index.js. C'est ce fichier qu'on vient juste d'ajouter
appliquer JSON, puis index.js. OK. La logique du code ici, un code, c'est un code. Faut forcément chercher à décoder. Mais bon, bref. Voilà, donc ça, c'est un peu notre application, ce qu'il va faire, comment il va faire. OK. Voilà, l'objectif, c'est d'aller récupérer les rapports des tests médicaux auprès des labs et renvoyer dans notre sous-système. Ok, donc vous voyez point publish va faire ici. Donc le publish là-bas permet de pousser les rapports une fois ici dans notre système vers les PubSub. Et PubSub maintenant va, en fonction de ce qu'on va définir, je pense qu'on va le définir ici, va maintenant renvoyer les rapports aux clients soit par SMS ou par mail. Bon, ça c'est au développeur. Ok. Donc on dit de créer un Dockerfile dans lequel on va mettre tout ça. Ah, j'ai fait create Dockerfile. Puis c'est comme en anglais quoi, donc si on pouvait tout faire en langue naturelle, hein. Ok, donc le Dockerfile il est bon. Donc peut-être quelqu'un va se demander pourquoi le Dockerfile. Bon, tout ça, ça fait partie de la logique de notre code. Ok. Donc on a juste containerisé notre service sur Cloud Run comme ça avec le Dockerfile, quoi. Donc maintenant on va faire le build et on va soumettre les codes. Donc check this USB one. Donc à ce niveau, je pense qu'on a suffisamment vu comment containeriser une application, faire le build et le pousser. Donc, c'est ce qui se passe ici comme ça. Ok. Code complete. PM notice. Okay, 5.6. Donc, si on finit le build, c'est le déploiement de notre service Cloud Run ici. Donc, il y a un script, un bash script qui va nous permettre euh, de faire le déploiement, genre finaliser le déploiement complet de notre service. Donc là-bas, certainement, il y a des commandes qui vont permettre
Voilà, donc notre application d'ailleurs est disponible ici. Tout est fini. Il a containerisé les services. Ensuite, il a déployé ce Cloud Run. Donc, on peut l'accéder ici. Let me check if it works. Cannot get. OK. C'est pas, les configurations préliminaires ne sont pas finies. OK. Donc, on va faire changer la permission. No such file of directory. Deploy SSH. C'est où? Node module. And Cloud Shell run the following executable. There's not module. Okay. Maybe I should go into the cd module. C'est toujours pas là-bas. Où est lui alors dans ce cas? Est-ce que j'ai sauté une étape? Ok, je vais tourner un peu en arrière. Je n'ai pas là non plus. Voilà. Deploy the SSH. Fine. Deploy the SSH. No directory. Okay. Thank you. Cloud. Create a file name. Ah, j'ai déjà fait ça. Donc, ce n'est plus la peine. Tu devrais mettre toute cette commande dans le deploy d'ASH. Voilà. Donc, j'ai déjà exécuté. Donc, ça veut dire que tout doit bien marcher. Donc, has been deployed. Nice work. The lab report has been deployed and will consume medical lab results over HTTP. You can now test if the new service is up and running. Donc, notre service lab report est prêt. Donc, il peut maintenant recevoir les rapports des résultats des tests médicaux à travers HTTPS. OK. OK. Pas grave, on va trouver la solution à ça. Deploy the lab report. OK. Test des services. OK. Maintenant, on va tester les services. Qu'est-ce qu'il dit? First, put the URL to the reporting environment to make it easier. OK. Donc, on est en train de mettre dans notre URL ou adresse IP. Bref, l'accès à le lien d'accès plutôt dans une variable environnementale pour facilement accéder dans le futur. Donc, il est là ici. Je sais pas, on va les tester après. Donc, comme ça, je vais créer un fichier du nom de post reports et ajouter ces codes-là. Donc, ce fichier-là va nous permettre de pouvoir charger des rapports sur notre service. C'est un peu bizarre tout ça. Post report.sh. OK. C'est bon.
Check post record message. Ok, parfait. Debug. Donc, ici, on dit que les codes, les scripts ci-dessus euh, utilisent la commande curl pour to the live service. Voilà, donc ça permet disons, de poster trois ID différents au service lab report qu'on vient de configurer. Donc chaque commande peut rouler individuellement en background, comme on peut voir les signes et là. Donc ça permet de maintenir les services actifs, quelles qu'en soient les circonstances. Donc on va juste l'exécuter ici, plutôt changer la permission et exécuter. Ça ne doit pas être difficile. On dit d'aller dans Cloud Run et on doit voir les services Lab Reports. OK. Ensuite, on peut aussi vérifier dans les logs. D'accord. Allons dans Cloud Run. On cherche Cloud Run ici. Donc, Cloud Run. Vous avez vu notre service Lab Report service, il est là. Donc, on peut entrer dedans. On dit d'aller voir dans les logs où sont les logs. Trigger, revision. Nice, le log est là ici. Ok. Donc, normalement, il ne doit pas avoir beaucoup de logs parce que. Ah, ok. Il y a des éléments là-bas. Cloud Run Crash Service, la report start, engineers, default startup get. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On the log page, the page are the results of the 3 test reports that you just posted with. Hopefully, the return should be good to confirm. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est censé obtenir. Il dit que les résultats GTP doivent être des 104 logiquement. Oui, je pense qu'il y a des 104 ici. Voilà, ici, les commandes post ont été faites avec succès. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans ce poste-là? Est-ce qu'on peut voir? What happened to my mouse? Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, on a juste comme ça, avec cette commande, on a créé les services. Ensuite, on a envoyé 3 rapports de tests à notre système. Ok, donc la tâche suivante, nous allons plutôt créer maintenant les services de renvoi par SMS et par email. Ok, donc ces services-là seront déclenchés quand les services Lab Reports, comme on vient de faire tout de suite, publient plutôt en termes très simples. On va envoyer des résultats par SMS ou par email à chaque fois que notre système reçoit les résultats des rapports médicaux de la part des laboratoires. Ok, donc vous avez vu ici le rapport, il est là. Donc il va venir dans notre service rapport. Donc le service rapport, dès qu'il lui va recevoir les rapports, il va automatiquement les dispatcher soit par email ou par SMS. Donc c'est ce que nous allons configurer cette fois-ci. On continue. It's a little bit boring, but je pense qu'un service comme ça est beaucoup plus adapté au Mali parce que la semaine passée, moi j'ai été à l'hôpital, c'est mot de tête quoi. La semaine prochaine même je dois aller, mais j'ai tellement peur.
Ok. Anyway. Donc, on dit de changer les notes de gain, package de JSON. Euh, check, comme ça. Je pense que script, ok. V package de JSON, ça va. On va faire. Donc, je vais mettre cette petite partie-là. Ok. Oh, oui. C'est pas venu. Let me write start. No index. JSON. Firefly a located C'est des robots. Ce sont des robots. Oui, des robots de prise de notes de meeting, quoi. Hmm? Donc, quelqu'un connecté, non, non, connecté à chaque meeting. Donc, il a configuré un robot de prise de notes, quoi. À chaque fois on déclenche le meeting, le robot joint automatiquement. Il fait les rapports de tout ce qu'on a fait, quoi. Donc, même si la personne n'est pas là, après, il peut aller voir les rapports. c'est c'est des robots, non? Je crois. Il y a d'autres là, il y a read.ai. Ok. Maintenant, je vais créer un nouveau fichier. Puis, index.js. Donc, le fichier index.js, donc ça contient la logique des renvois par email. Je pense que celui-là, là, c'est par email. Ok. Voilà, sending email, comme on peut voir dans le code ici. Bon, les détails du code pour les passionnés des devs savent ce que ce code-là fait. Ok. Voilà. Mais l'élément essentiel, c'est ici. Ok. Donc, on utilise Express. Est-ce que tout. C'est bon. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Donc, le code, il est décrit ici, hein. Voilà. Donc, ces codes seraient exécutés quand on publie euh, un message euh, sur les services PubSub, ok? Et ça, c'est ce qu'il fait. Il décode le message, ok? Ensuite, il essaie euh, d'appeler le process ou la fonction envoyée par email. Ensuite, si cette opération d'invocation des voix email est bon, sinon, il va donner une erreur. Bon, c'est des descriptions techniques. Ensuite, à partir du résultat renvoyé, maintenant PubSub saura traiter ces messages-là ou saura que le message a été soit traité ou pas traité. OK? Et toujours s'il y a des exceptions, à travers les codes 500, aussi PubSub peut savoir que le message n'est pas traité. Bref, c'est l'explication du process automatisé comme ça. OK? Donc, dès que la communication est opérationnelle, donc Ruby, si vous vous rappelez, je crois que c'est la développeuse. Maintenant, elle va ajouter le code, la fonction envoie SMS pour pouvoir envoyer les SMS. OK? Donc, on va aussi containeriser cette
logique. Ouais, Dockerfile. Ok. Bon, à ce niveau, je suppose qu'on est pro un peu à tout ce qui est containerisation. Si on va appeler node un conteneur node, ensuite une image node, ensuite on va redéfinir le- les logiques de notre code. Ok, on a déjà package JSON dans notre environnement. Ok, quand on fait vous allez voir package JSON. Ok, il est là ici. D'accord. Donc on est en train d'ajouter tous les tralala qu'on a ici. Ensuite, on ajoute aussi index.json. Ok, on est en train de copier tout le reste qui se trouve dans notre environnement et une fois fini, le conteneur va se redémarrer avec npm start. Je pense que je dois mb index json index .json. Sinon ça va pas marcher. C'est bon. Maintenant ça va. Ok. Donc on me demande de créer toujours un script déploiement. Cette fois-ci je vais le faire. Ok. Yes. Donc, un peu comme avant, hein, il va juste une première commande qui va soumettre à notre. Vous avez vu qu'on vient de containeriser l'application ou les services qui permettent d'envoyer par email. Ok, c'est la logique ici on a définie. Ici on a containerisé. Maintenant on va construire notre container et le pousser. Ok, interesting. Donc on va juste exécuter. On va donner la permission d'exécution de ce fichier. Ensuite, on l'exécute. C'est là, puis il est un peu long. C'est très compliqué. Ok. Voilà, donc, si ça c'est fini, maintenant notre Pet Theory, disons notre entreprise, aura un système qui pourra maintenant recevoir automatiquement les rapports des tests médicaux, ensuite renvoyer au client par email. Donc, je pense que la prochaine étape, on va maintenant ajouter la fonctionnalité d'envoi des rapports par SMS. Donc, attendons que le build finish. Voilà, donc on est là ici. Euh, Once that is done, voilà, donc la prochaine tâche ou la prochaine fonctionnalité, on va ajouter l'SMS. Alright. This doesn't work. Anyway. Donc le build il est fini. Log URL. Check. Ok. Deploy. Test. Finish. Qu'est-ce qu'il y a? No log found for creating a new edition of the machine. For more troubleshooting guidance, see HTTP. Failed to start. Continue failed to start, and listen to the port defined by the port argument. Blah blah blah. Okay. What happened? Deploy emissaries. US 1. TCRO package.json. Okay, fine.
On va essayer de faire le build encore parce que les services émergents n'ont pas été déployés. Wait service. JSON, JSON, JSON. Sources. Deploy. Ouais, je pense que cette fois-ci, ça va. Try it again. Pourtant, il n'y a pas d'échec ici. Ah, failed. Ok. Pourquoi? Here, declare the user provided container for it to start and listen on the purpose by variable within the allocated timer. This can happen when the container port is misconfigured or if the timeout is too short, the help timeout exceeded. Le port, on n'a pas spécifié le port ici. Donc, le problème, c'est peut-être ici. Ok, on va essayer de progresser. Si ça n'handicap pas, en tout cas, les parties restantes. Mais bon. Attendez que si vous le faites et que vous avez le même problème, vous pouvez essayer de débugger. Ok, il dit que la police n'est pas trouvée parce que. Wow. Solution repair is not there. Okay. Check. Let me try to change this to V and this 480. Okay, let me check again. Maybe it's going to work. Donc je vais essayer de voir si je trouve une solution de résoudre tout ça. Sinon, on va juste continuer. Ok. Omit the dependency. Restart. Ah, toujours le même problème. Why is this? This revision might contain more information. Run deploy the user provided container for it to start. Ok. Cette partie, je vais me rendre la vidéo sur maintenant. Peu importe.
Si c'est très clair n'est pas bien fait, aucune des étapes suivantes par rapport, disons, par rapport au service email ne va pas marcher parce que le service lui-même n'est pas là-bas. Là, partout, ça me jette des erreurs. D'accord. Et que, je sais pas. Failure to create email service. Ok. On va carrément oublier ça. Ok. Bon, ici, on a rencontré un petit problème de création, de démarrage du conteneur qui contient notre service email. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais pour ne pas abuser du temps, on va continuer avec les services SMS. Supposons qu'on n'a pas les mêmes problèmes là-bas aussi. Ok, NPM start. Ok, ensuite je vais ouvrir les fichiers package.json. La même chose, je vais juste ajouter fichier index. Start. Index.js. Node index.js, Node.js. Peut-être que j'ai fait une bêtise comme ça dans l'autre là aussi. De toutes les façons. Donc la même chose, on va créer un fichier index.json. Pour mettre, cette fois-ci, c'est les services SMS. Ok, vous allez voir à la fin, sending SMS. D'accord. Donc, c'est bon. Le service est déjà dans les index.json. On va aussi containeriser ça encore. Ok, un autre Dockerfile. Okay. Tout comme la même chose. Hein. Okay. Source. Oui. Voilà. Mais cette fois-ci, je ne vais pas créer un fichier déploiement, je vais juste faire le déploiement directement. Ça doit marcher. Okay. Loading toolbar. Voilà, on continue. Je parlais des microservices, donc en développement de logiciels ou d'applications modernes de nos jours, on utilise les microservices. Avant, c'était plutôt monolithique, c'est-à-dire les applications où la logique est très simple, on pouvait tout mettre dans un seul code déployé ensemble. Mais de nos jours, les fonctionnalités des applications sont très complexes, intègrent avec d'autres services ou solutions. Donc, on utilise les microservices. Bref, les microservices, c'est juste un peu une décomposition de chaque petite fonctionnalité ou les fonctionnalités clés d'une application. Voilà. Avant, on mettait tous ensemble dans un seul code. Bref, un seul cube en fait. Mais maintenant, on découpe en petits cubes et on met chaque service. Donc, par exemple, les services email, envoyer les rapports par email est un service.
envoyer les rapports par SMS certains services. Donc, chacun de ces services-là on code spécifiquement. Donc, tu vas voir avec ça, l'avantage, c'est la flexibilité, les scaling. Tu vas trouver que, par exemple, à un moment, les services SMS est, disons, plus prisé ou un moment, tu vas trouver que les clients aiment plus l'envoi par email. Donc, si cela est le cas et que, disons, les demandes sur l'envoi par SMS dépassent la capacité de tes ressources, tu peux faire un scaling horizontal facilement en ajoutant d'autres serveurs ou d'autres ressources uniquement pour les services email. Mais si tout le code était déjà en un seul bloc, donc si tu dois faire le scaling de ça, tu vas scaler pour tout le code, en fait, pour toute ton application. Et ça prend beaucoup trop en ressources. Ça, c'est un avantage. Ça réduit les coûts du service à grande échelle. L'autre avantage, c'est la flexibilité. Par exemple, si ton service email a un problème, le client peut décider d'envoyer par service SMS, n'est-ce pas? Mais disons que tous ceux-ci sont couplés ensemble. C'est pas découplé, c'est couplé ensemble. Donc, et que ton code a un problème. Donc, à la fois les services email et les services SMS sont tous indisponibles ensemble. Mais si ils sont découplés, donc tu vas trouver que même s'il y a un problème minoritaire qui impacte les services email ou SMS ou vice versa, l'autre service va fonctionner indépendamment. Donc, on ne va pas sentir l'échec ou le downtime. D'autre part, ça peut rendre la vie des développeurs difficile. C'est-à-dire l'architecture du code devient beaucoup plus complexe, mais au point de vue utilisateur ou efficacité de la solution, ça les rend plus simples. De nos jours, à peu près, je peux dire toutes nos applications modernes populaires là sont microservices. Voilà, donc c'est pourquoi je parle de services SMS, je parle de services email. Ok. On en est où? Email service. Voilà. Quand on était ici. Le service SMS est déployé. Par exemple, ce n'est même pas l'exemple frappant même est là, non. Je viens d'essayer de déployer mon service email. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Mais par exemple, le service SMS, je viens de le déployer, ça a bel et bien marché. Voilà. Donc, disons, si tu prévoyais de publier ton application avec, tu as fait le marketing avec, vous pouvez envoyer les rapports par SMS et par email. Mais maintenant, ton équipe de développeurs a eu un problème avec les services email. Tu peux venir t'excuser et dire ok, nous sommes en cours de maintenance, mais actuellement, les services SMS sont disponibles. Donc, ça, c'est l'autre avantage des microservices. Mais si tous ces services-là sont couplés ensemble, ton application serait obsolète, quoi, parce qu'aucun des services ne pourrait être utilisé. Et en tant qu'utilisateur, même peut-être développeur utilisateur, on les remarque dans beaucoup de scénarios. Tu vas voir que tu utilises une application, la page d'accueil marche, beaucoup de services marchent, mais tu vas trouver des fois que la partie paiement ne marche pas ou quelque chose comme ça. Un produit select, anti-cloud. Help. Why this is not next. Tell yourself to invite SMS.
Okay. Set multi-cloud on le topic. Pour des problèmes, l'invocataire, là, j'ai un petit problème avec l'authentification. Ça va me pénaliser. Oui, il parle des règles ici. Declare pubs of subscription for it failure to provide the following SMS service. Oh, let me check if there's a gem. Permission issues. Okay, I open it. Ok. Donc, j'ai un petit problème d'autorisation ici. Je vais essayer de voir si je parviens des résultats. C'était la même chose qui a impacté les services SMS. Ok. WhatsApp n'est pas là, n'est-ce pas? View by principal. So we use the principal. Okay, account owner. Condition. WhatsApp ethics on. To update why I am policy because it already here or only 7 seconds we want it. So I'm essentially not going to be la vie difficile pour rien. Ok. Dit d'ajouter PubSub Editor. Switch to
Ça c'est fait. Donc, je vais réessayer, espérant que ça va marcher. Yeah. On était où encore? Après le build, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Autorisation. Same issue again. Does not exist. Okay. Does not. Non. Terminal, qu'est-ce qui est possible? Script again. Okay. Test the resiliency of the system. D'accord. Pour ces labs-là, on va l'arrêter ici parce que il y a des petits problèmes de permission. Ok, je devrais créer des comptes sur PubSub. Donc ces comptes-là seront en fait autorisés pour pouvoir publier les résultats sur mon service PubSub. Ensuite, à travers ces comptes-là, on allait envoyer les rapports par email ou par SMS. L'authentification est en train d'échouer ici. Donc, probablement, je vais vérifier ça après. Pour ceux qui veulent la solution, vous pourrez demander après c'était quoi le problème. Voilà, mais bon, bref, vous suivez les mêmes procédures comme j'ai fait. Notre service, l'objectif, c'était de faire en sorte que notre entreprise Pet Theory, ici, au départ, puisse, à partir des laboratoires avec lesquels il est en collaboration, donc il puisse les soumettre à la demande des clients et aussi recevoir les résultats des diagnostics de ces clients. Ensuite, renvoyer automatiquement ces rapports aux clients, soit par SMS ou par email. Donc, l'architecture utilisée, c'est Event Driven Architecture. Donc, c'est les envois d'SMS ou par email là seront faits si, disons, les rapports envoyés par les laboratoires sont disponibles sur notre système. Donc, automatiquement, le système va déclencher les services email ou les services SMS. Donc, les services email et SMS, c'est ce qu'on configurait. On a tous configuré. Voilà, juste le petit problème, c'est on devrait pouvoir accéder à travers un compte autorisé. Donc, c'est ce compte-là qui allait nous permettre d'interagir avec les différents services. Donc, apparemment, j'ai eu un petit problème avec ça. C'est un problème d'autorisation. Donc, j'ai essayé par me check ici. Maybe here approximately. Donc, bon, c'est aussi profiter de parler des microservices. Comme j'ai dit, les services email et les services SMS sont des services indépendants. Donc, c'est ça, très simplement, un microservice.
Cloud Run. Same issue again. G-Cloud Run service add higher policy binding. Valid argument service account of run provoker does not exist. Pourtant, il est là, non? Comme ça. Peut-être c'est mieux. Comme ça. J'ai pas du tout envie de laisser ça comme ça. Tous mes comptes ont l'accès comme ça. Why you keep telling me that? So, it's là, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc ça fait des labs aujourd'hui. Donc, c'est point là, c'est bon. This is not good. This is also not good. Anyway. Bon, c'est pas des trucs très faciles. Donc, des fois, certains labs, tu vas trouver aussi que des fois, par exemple, ces labs-là, le moment où on a écrit ces labs-là, tu vas trouver que la version de la plateforme, ici, de l'environnement de production a été updaté. Ok, donc les logiques peuvent différer un tout petit peu. Donc, tu vas trouver que peut-être pour créer, disons, un certain service ou autoriser la permission, surtout les histoires de permission sont beaucoup plus compliquées avec les clouds. Déjà, les fournisseurs cloud prennent ça très au sérieux. Donc, s'ils ont fait des updates là-bas, donc tu vas trouver que l'ancienne méthode d'autoriser les services ne sert plus la même chose. Donc, c'est ce qui crée des petits conflits comme ça. Sinon, normalement, tout devrait marcher comme prévu. Voilà, donc ça, c'était pour aujourd'hui. C'était beaucoup plus orienté vers le développement d'applications ou configuration des services sur les clouds. Donc, le premier lab, on a vu les load balancers. Ensuite, ici, nous avons vu PubSub. Bon, il y a eu un petit problème quand même, mais bon, de toute façon, on a compris l'idée de base. Ok. Donc, je vous recommande de faire encore plus de lectures sur ces termes, ces services et ces différentes architectures. Par exemple, on a parlé de microservices aujourd'hui, on a parlé de load balancer,
On a aussi parlé des event-driven architecture, donc comment implémenter une architecture qui permet de gérer des événements sur un service donné. Donc, ça, c'est nécessairement aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est dimanche, on ne va pas trop abuser. Prochainement, nous allons continuer avec Big Data, je crois, et l'IA. Donc, les week-ends prochains, ça va être sur les data et sur le machine learning. Yes. Donc, je me demande qui d'autre est là encore. Sinon, si vous avez des questions. Ton système, même si une fonctionnalité, par exemple, un service ne fonctionne pas, ça ne va pas impacter les restes des services. Je vais prendre l'exemple sur Netflix, par exemple. Quand on regarde l'architecture, les technologies utilisées par Netflix, on va se rendre compte que le jour Netflix a un système de recommandation. Imagine si c'était l'architecture monolithique avec un système de recommandation et qu'ils souhaitent mettre la mise en jour de leur IA, voilà, de leur modèle de recommandation. Ils ont eu un problème avec leur modèle de recommandation qui était juste une valeur ajoutée de leur solution. Donc, ça allait impacter tous les projets. Voilà. Donc, pour pallier à ça, opter pour une architecture microservice est la meilleure des solutions à faire. Ça va faciliter la maintenance, ça va faciliter les updates de chaque service sans que l'application ressemble à un bug. Côté développeur, c'est un peu casse-tête parce que quand on doit gérer les services indépendamment, il va falloir aussi assurer la communication entre services. Comme vous avez déjà évoqué le cas de Bruxelles, Kafka, il y a beaucoup d'autres systèmes pour maintenir la communication entre les services. Concernant les hydrogènes, si moi j'ai l'habitude d'utiliser le domaine driver, voilà, le domaine driver. Le domaine driver, c'est l'approche de diviser les services en domaines. Par exemple, dans une application, si j'ai par exemple 5 services, je vais diviser ces 5 services-là en domaines. Chaque service sera un domaine. Autrement dit, une application à part. Donc, je peux utiliser le langage de programmation que je veux, l'architecture base de données que je veux, voilà, les SGBD que je veux, etc. Toujours avec l'exemple de Netflix. Par exemple, vous allez remarquer qu'avec l'architecture de Netflix, ils ont des services qui se focalisent, qui utilisent les NoSQL comme base de données. Et ils ont aussi des services qui utilisent les SQL comme base de données. Donc, si ce n'est pas un microservice avec l'architecture monolithique, c'est quelque chose qui est quasi impossible. Donc, avec l'architecture microservice, non seulement on peut voir quel langage est mieux adapté pour ce genre de service, quel système de base de données est mieux adapté pour ces bases de services, etc. Donc, ça va vraiment amener une optimisation, une meilleure performance au niveau user interface. Donc, c'est vraiment une architecture qui est beaucoup. Et de fait aussi, comme ça va permettre la nécessité de faire intervenir encore Docker, c'est encore mieux. Parce qu'à la fin, d'abord dans les Dockerfiles, il suffit juste de mettre tous les requirements dans chaque Dockerfile pour faciliter le déploiement. Ensuite, à la suite de ces Dockerfiles, on va juste faire l'image de chaque Dockerfile et on pourra coupler tout ça dans un repo GitHub pour héberger, voilà, sur EKS, sur Amazon ou bien sur Google Cloud ou d'autres systèmes d'hébergement. Donc, c'est vraiment une technologie, une architecture beaucoup plus adaptée à ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Donc, c'était ma question. Merci. Latrao, merci beaucoup de la contribution présentée par le domaine driven architecture en plus des event driven. Donc, de nos jours, il y a
multitude d'architectures pour un développement flexible des solutions. Et on voit que de nos jours, avant, les logiciels, c'était quoi? C'était juste, tu utilises seulement pour créer un compte. Avant même, tu n'utilisais pas autant de comptes. Par exemple, les logiciels bureautiques, tu l'ouvres seulement, ça ne communique pas avec Internet, ça ne communique avec aucun autre service. Ça fait une tâche et il fait ça bien. Donc à cette époque, les monolithiques étaient plus populaires, c'est-à-dire tout couplé en un seul logique de code. Mais de nos jours, les applications, c'est une chose. Il y a une API qui sont intégrées, il y a les paiements, il y a l'abonnement, il y a les calendriers, il y a n'importe quoi, il y a les tendances. De nos jours, même les applications tendent même à intégrer plusieurs sources de données à temps réel. Encore pire, avec l'avènement des IA, on a les services qui intègrent l'intelligence, donc on a l'inférence intégrée dans beaucoup de nos applis de nos jours. Donc, avec tous ces multitudes de services qui ne sont à la base pas du tout les mêmes logiques, donc c'est faire une solution monolithique, c'est vraiment suicide, quoi. En tout cas, à moins que tu veux faire un truc très simplifié. Donc, de nos jours, avec des services multiples intégrés en une seule solution, donc l'architecture microservices, les microservices sont les mieux adaptés de nos jours. Je pense en tant que développeur, tu viens juste d'ailleurs les confirmer. C'est le plus populaire, un peu utilisé partout. Donc, c'est un peu ça. C'est des notions très importantes, un peu quand même peut-être au-delà d'un débutant, mais bon. Je suppose que les uns et les autres vont faire des richesses, mieux comprendre et ajouter ça à leur bagage intellectuel et aussi peut-être ajouter à leur quotidien le développement des services ou des solutions. Donc, merci beaucoup. Euh, je pense que sur ce coup, on va clôturer pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire des trucs relatifs aux data et au machine learning, les solutions IA ou les solutions ML sur Google Cloud. Donc, tout ce qui est Vertex AI, tout ce qui est Dataproc, Dataflow, BigQuery. Chacun de ces différents éléments-là qu'on est en train de voir par lab prend des jours ou des semaines ou des mois ou même des années pour mieux comprendre les mécanismes. Voilà, mais ici, on fait des sessions introductoires. Donc, tout le monde, après, les labs sont disponibles, les cours sont disponibles. Vous pourrez aller consulter, mieux apprendre, vous documenter davantage et ajouter ces connaissances supplémentaires-là dans vos quotidiens de développement ou dans vos bagages intellectuels, comme je l'ai dit. Un aspect important, ces cours-là sont donnés par Google. Donc, en matière de standards, c'est les meilleurs standards internationaux en matière de développement logiciel. Donc, tout ce que vous allez apprendre vont tous vous servir tôt ou tard. Donc, c'est ça. Merci beaucoup et passez une excellente soirée.